Mes parents m'ont renié, alors je suis devenu riche. Mais, aujourd'hui, ils veulent me récupérer. Mes parents m'ont renié, alors je suis devenu riche. Mais, aujourd'hui, ils veulent me récupérer. Quand j'avais 17 ans, j'ai ouvert une lettre qui a tout changé. Une bourse complète pour l'UCLA, en école d'infirmière. Mes mains tremblaient tellement, que je l'ai fait tomber. Mon père l'a attrapé, le visage assombri. Il l'a déchiré en deux, sans dire un mot. 3 générations de Garcia ont dirigé ce restaurant, a-t-il dit. Tu crois que tu vaux mieux que nous, maintenant? Cette nuit-là, je les ai entendus se disputer. La voix de maman, elle pourrait avoir une vie meilleure. La réponse de papa m'a noué l'estomac, si elle passe cette porte, elle est morte pour nous. J'ai appelé ma professeure préférée, Madame Wilson, en pleurant. Le lendemain matin, pendant que mes parents assuraient le service du petit déjeuner, je suis parti, avec un seul sac à dos, et $237 économisés grâce à mes pourboires. Mon mot d'adieu disait, un jour, je ferai votre fierté. La seule réponse de papa fut un SMS, tu n'es plus notre fille. Le premier jour à l'UCLA, ma colocataire déballait des vêtements de marque, pendant que je cachais mon unique valise. Ce soir-là, j'ai pleuré sous la douche, pour que personne ne m'entende. Le gérant de la cafétéria m'a embauché sur le champ, quand je lui ai dit que je pouvais travailler à 4h30 du matin. J'ai appris à dormir assise, entre les cours. À Thanksgiving, tout le monde est rentré chez soi, sauf moi. J'ai pris un service de 12 heures à l'hôpital, payé double. Un patient âgé a fait un arrêt cardiaque, pendant mon service. L'infirmière n'arrivait pas à trouver de veine, pour la perfusion. Sans réfléchir, je suis intervenu. Je la vois, ai-je dit, en insérant l'aiguille parfaitement, du premier coup. Le médecin avait l'air choqué. Où avez-vous appris à faire ça, a-t-il demandé, une fois le patient stabilisé. En préparant de la salsa, dans le restaurant de ma famille, ai-je admis. On développe un œil pour les veines, en coupant des tomates, et des poivrons. En deuxième année, je me suis spécialisé dans les poses de perfusion difficiles. Les patients, avec la mention « veines impossibles » dans leur dossier, me demandaient spécifiquement. J'ai envoyé une carte de Noël à mes parents, avec mon numéro de téléphone. Elle est revenue, avec la mention au retour à l'envoyeur. Pendant ce temps, ma compétence s'est fait connaître, à travers 3 hôpitaux. Une entreprise pharmaceutique m'a offert $95,000 pour former son personnel. À l'obtention de mon diplôme, j'avais $170,000 de côté, et des offres d'emploi dans 4 États. À 25 ans, j'ai fondé Vinfinder Médical, pour embaucher et former des infirmières à ma technique. 6 mois plus tard, nous avions des contrats avec 17 hôpitaux. J'ai acheté ma première maison à 26 ans, content. Chaque soir, je me tenais dans le salon vide, en pensant, regardez ce que vous m'avez poussé à accomplir, quand vous m'avez jeté. À 28 ans, mon entreprise a atteint les $2 millions de chiffre d'affaires. Une revue médicale a consacré un article à ma technique. Cette même semaine, ma cousine a appelé. Ton père a eu une crise cardiaque massive, a-t-elle dit. Ils sont en train de tout perdre. 7 ans de silence, et je roulais à toute vitesse vers Phoenix. L'enseigne du restaurant était à moitié éteinte. À l'intérieur, des cafards se sont éparpillés, quand j'ai ouvert la porte. Maman avait vieilli de 20 ans, du jour au lendemain. Papa était allongé sur la banquette du coin, une bouteille d'oxygène à côté de lui. Des factures médicales recouvraient la table. $347,000 de dette. Aucune assurance. Pourquoi ne m'avez-vous pas appelé, ai-je exigé de savoir. Maman n'arrivait pas à me regarder. Ton père l'avait interdit. Les yeux de papa ont fini par croiser les miens. Nous avons fait une terrible erreur, a-t-il murmuré, d'une voix à peine audible. Tu avais raison. Nous avions tort. L'hôpital réclamait $45,000 avant vendredi, sinon ils arrêteraient son traitement. La banque allait mettre le restaurant aux enchères, le mois prochain. J'avais 3 choix, partir comme il l'avait fait avec moi, les sauver sans aucune condition, ou faire quelque chose de totalement différent. J'ai sorti mon téléphone, et j'ai passé un appel. Annuler mes rendez-vous de demain. Urgence familiale. Ensuite, je leur ai fait face. J'achète le restaurant.
Pas pour vous, mais pour moi. Vous travaillerez pour moi maintenant, avec une assurance maladie, un salaire équitable, et une gestion professionnelle. Maman a commencé à sangloter. Le moniteur de papa s'est mis à biper plus vite. Il y a une condition non négociable, ai-je continué, la voix assurée, malgré mon cœur qui battait à tout rompre. Nous allons créer le fonds éducatif de la famille Garcia. Chaque année, 5 étudiants de Phoenix recevront des bourses universitaires complètes. Les sanglots de maman se sont arrêtés. Tu ne peux pas faire ça. Papa avait l'air paniqué. Maria, ne fais pas ça. Elle mérite de savoir. Le visage de maman s'est durci. Nous avons eu une autre fille, après ton départ. Nous l'avons appelée Isabelle. Elle a 17 ans, et elle postule pour l'université. Ma poitrine s'est serrée. Papa a dit doucement, nous lui parlons de sa sœur aînée décédée, qui avait du potentiel, mais qui est morte avant de pouvoir s'en servir. Maman a sorti son portefeuille. Une fille, qui me ressemblait à 17 ans, souriait dans l'uniforme de notre restaurant. Elle est notre seconde chance. Nous la félicitons de travailler ici. Nous lui disons que la famille, c'est plus important que de partir. J'ai fixé la photo. Vous m'avez remplacé. Nous ne pouvions pas vivre avec l'idée d'avoir échoué avec toi, a murmuré maman. Alors, nous avons créé une version de toi, avec laquelle nous n'avons pas échoué. Des clés ont cliqueté, à la porte d'entrée. Une voix a appelé, « Maman, papa, je suis là pour mon service. » La porte s'est ouverte à la volée, et une fille est entrée, portant le même polo vert du restaurant Garcia que j'avais l'habitude de porter. Elle avait mes cheveux, ma carrure, et même ma façon de nouer mon tablier. Elle s'est arrêtée à 1 mètre à l'intérieur, figée, en me dévisageant. 5 longues secondes se sont écoulées. Je les ai comptées. « Tu n'es pas morte ?» a-t-elle dit. Maman et papa se sont mis à parler en même temps. « Isabelle, chérie, laisse-nous t'expliquer. Ce n'est pas ce que tu crois. Nous allions te le dire. » Arrêtez. Isabelle a levé une main. Sa voix était calme, mais son visage était devenu complètement blanc. Elle gardait ses yeux plongés dans les miens. Ils ont dit que tu étais morte dans un accident de voiture, quand j'avais 3 ans. Il y a des photos de tes funérailles, dans l'album à l'étage. J'ai eu l'impression que quelqu'un venait de me frapper à la poitrine. Il ne m'avait pas seulement effacé. Il m'avait littéralement tué. Est-ce qu'ils t'ont renié, m'a demandé Isabelle, directement. C'est pour ça que tu es parti? Oui, ai-je répondu. Elle s'est tournée vers nos parents. Donc, tout était un mensonge. Ce n'était pas une question. Papa a tendu la main vers elle, mais elle a reculé. Maman a essayé de parler, mais Isabelle l'a coupée, avec un regard que j'ai reconnu instantanément, car je leur avais jeté le même regard, il y a 7 ans, quand ils m'avaient dit que je n'étais plus leur fille. Depuis combien de temps es-tu au courant, ai-je demandé à Isabelle. Elle a fini par détourner le regard de nos parents. J'ai trouvé des photos de toi, cachées dans le grenier, il y a 4 mois. Des photos de bébé, des bulletins scolaires, une lettre d'admission à l'UCLA recollée avec du scotch. Je me doutais que l'histoire de ta mort était fausse, depuis ce jour-là. Isabelle, je t'en prie, a commencé maman. J'ai été acceptée à Stanford, a continué Isabelle, en me parlant comme si nos parents n'étaient même pas là. Bourse complète. Ils me mettent la pression pour que je la refuse, et que je reste au restaurant. Elle a fait une pause. Ils t'ont fait la même chose, n'est-ce pas? J'ai hoché la tête. Papa a émis un bruit d'étranglement. Maman s'est laissée tomber, lourdement, sur la chaise la plus proche. Tous les deux nous regardaient, simplement, pendant que leurs 2 filles reconstituaient le schéma qu'ils avaient passé 17 ans à essayer de cacher. « Est-ce que je peux venir vivre chez toi ?» m'a demandé Isabelle. Je n'ai nulle part d'autre où aller. Oui, ai-je dit immédiatement. Fais tes affaires. C'est déjà fait. Elle a sorti des clés de voiture de sa poche. Mes affaires sont dans mon coffre depuis 2 semaines. J'attendais, c'est tout. Tu attendais quoi, ai-je demandé. Je t'attendais, toi, a-t-elle dit simplement. Je me disais que, si tu étais réel, tu finirais bien par revenir. Il ne pouvait pas te cacher éternellement. Nous sommes sortis ensemble. Derrière nous, maman s'est remise à pleurer.
Papa n'a pas dit un mot. Dans ma voiture, Isabelle est restée silencieuse, pendant les 10 premières minutes. Puis, elle a dit, je rêvais souvent de toi, tu sais, avant de trouver les photos. Je faisais ces rêves, avec une grande sœur qui me protégeait de tout. Je croyais juste que je me sentais seul. Peut-être qu'une partie de toi savait, ai-je dit. Peut-être. Elle a regardé par la fenêtre, fixant les lampadaires qui défilaient. Ou peut-être, que je voulais juste quelqu'un qui comprenne, vraiment, ce que ça fait de vivre dans cette maison. Chez moi, elle a sorti une sacoche d'ordinateur de sa voiture. Ma maison était modeste. 3 chambres, des meubles normaux, rien d'extravagant. Mais Isabelle a regardé autour d'elle, comme si c'était un palais. Tu l'as vraiment fait, a-t-elle dit doucement. Tu t'en es vraiment sorti, et tu as réussi ta vie. Ouais, ai-je dit. Et tu vas faire exactement la même chose. À l'intérieur, nous nous sommes assises à la table de ma cuisine, et elle a ouvert un dossier sur son bureau, intitulé Épreuve. J'ai tout documenté, depuis que j'ai trouvé ces photos, a-t-elle dit, en parcourant les fichiers. Des enregistrements vocaux, où ils me culpabilisent de vouloir partir. Des SMS où ils disent que la loyauté familiale compte plus que les études. Même des vidéos. Elle en a lancé une. La voix de papa a résonné dans ma cuisine. L'université, c'est pour les gens qui n'accordent aucune valeur à la famille. Ta sœur morte. Elle croyait qu'elle valait mieux que nous. Regarde où ça l'a menée. La date indiquait que ça remontait à 3 semaines. J'ai eu la nausée. Combien en as-tu, des comme ça? 47 enregistrements, 92 captures d'écran de SMS, 15 vidéos. Elle les a fait défiler, méthodiquement. Chaque fois qu'ils essayaient de me manipuler, je le documentais. J'ai papa qui dit que je suis égoïste de vouloir aller à Stanford. Maman qui dit que les vraies filles restent à la maison. Les deux, qui me disent que je leur suis redevable, parce qu'ils m'ont élevé. Elle a cliqué sur un autre fichier. La voix de maman, cette fois-ci. Nous avons tout sacrifié pour toi, Isabelle. Tout, et tu veux nous abandonner, exactement comme, une pause, exactement comme le font les gens égoïstes. Ils n'arrivent même pas à prononcer ton prénom, a fait remarquer Isabelle. Dans tous ces enregistrements, ils ne disent jamais Maria. C'est toujours ta sœur, ou les gens égoïstes, ou juste un silence. Pourquoi, ai-je demandé. Pourquoi as-tu rassemblé tout ça? Isabelle m'a regardé. Parce que je savais que, si tu revenais, nous aurions besoin de preuves, pour les obliger à arrêter. Je ne pouvais pas le faire toute seule, mais ensemble. Elle a fermé l'ordinateur portable. Ensemble, nous pourrions vraiment gagner. Elle a ensuite sorti un carnet. J'ai aussi tenu un journal. Les dates, les heures, ce qu'il disait, comment je me sentais. Ma psy. Je vois une conseillère scolaire, en secret. Elle m'a dit de tout documenter, au cas où j'en aurais besoin. Tu prépares ton évasion depuis 4 mois, ai-je dit lentement. Plus longtemps que ça, a-t-elle admis. Je n'ai pas fermé l'œil de la nuit. Je n'arrêtais pas de penser, à cette fille de 17 ans, assez intelligente pour monter un dossier contre ses propres parents, assez stratège pour attendre des renforts, et assez courageuse pour continuer à vivre dans cette maison, tout en accumulant des preuves contre eux. Elle était plus forte que je ne l'avais été, à son âge. Le lendemain matin, à 6h47, quelqu'un s'est mis à tambouriner à ma porte, assez fort pour faire trembler l'encadrement. Papa se tenait là, avec maman derrière lui. Tous les deux avaient l'air de ne pas avoir dormi. Le visage de papa était rouge, sa respiration, lourde. Isabelle doit rentrer à la maison, tout de suite, a dit papa. Il a regardé par-dessus mon épaule, à l'intérieur de la maison. C'est un enlèvement. J'ai 18 ans et 2 mois, a crié Isabelle, depuis le salon, où elle mangeait des céréales. Et je suis parti de mon plein gré. Tu es encore mineur, a dit papa, en haussant le ton. Maria, si tu ne la renvoies pas à la maison, j'appelle la police à l'instant. Je leur dirai que tu l'as contrainte, manipulée, que tu lui as bourré le crâne avec des mensonges sur nous. Des mensonges? Isabelle est apparue à mes côtés, son téléphone à la main. Tu veux dire, comme ça? Elle a appuyé sur lecture. La voix de papa est sortie du haut-parleur, claire comme de l'eau de roche. Si ta sœur morte était restée,
nous ne serions pas en difficulté, aujourd'hui. Ne fais pas la même erreur qu'elle. Ne sois pas ingrate, comme elle l'a été. Ne jette pas ta famille à la poubelle, pour un fantasme de grandeur. L'enregistrement datait d'il y a 2 semaines, d'après la date affichée sur l'écran. Le visage de maman est devenu livide. Papa a ouvert la bouche, l'a refermée, puis l'a rouverte. Aucun son n'en est sorti. J'ai 46 autres enregistrements, a dit Isabelle calmement. Plus des SMS, plus des vidéos. Certains d'entre eux sont pires que celui-là. Bien pire. Vous voulez appeler la police? Allez-y. Mais si vous le faites, j'enverrai chacun de ces fichiers, à chaque membre de notre famille. À chaque cousin, chaque tante, chaque oncle, à tout le monde à l'église, à tous vos fournisseurs, à tous ceux qui laissent des avis sur Yelp. Ils sauront tous, exactement ce que vous avez fait à Maria, et exactement ce que vous avez essayé de me faire. La main d'Isabelle était stable, sur son téléphone. La mienne aurait tremblé, mais elle se préparait à cette confrontation, depuis des mois. Tu ne comprends pas, a tenté maman. Nous t'aimons. Nous essayons de te protéger, pour éviter que tu ne fasses la même erreur que Maria. Isabelle l'a interrompu. Ouais, je vois bien à quel point son erreur a été terrible. Une entreprise qui vaut des millions. Sa propre maison. Aider les gens pour gagner sa vie. Vraiment tragique. Ne prends pas ce ton avec ta mère, a lâché papa, retrouvant sa voix. Sinon quoi, l'a défié Isabelle. Vous allez me renier, moi aussi? Dire aux gens que je suis morte? Acheter une autre fille pour me remplacer? Cette dernière phrase les a frappés comme une gifle. Maman a littéralement trébuché en arrière. Sortez de chez moi, leur ai-je dit. Tout de suite, avant que j'appelle moi-même la police, pour harcèlement. Ils sont partis. Les mains de papa tremblaient tellement, qu'il a fait tomber ses clés 2 fois, avant de monter dans la voiture. Pendant qu'il s'éloignait, j'ai vu maman pleurer, sur le siège passager. Ça va, ai-je demandé à Isabelle. Honnêtement, elle a regardé leur voiture disparaître au bout de la rue, je me sens incroyablement bien. J'ai eu peur d'eux toute ma vie, mais ce ne sont que des gens tristes et pathétiques, qui détruisent tout le monde autour d'eux, parce qu'ils ne se supportent pas eux-mêmes. 3 jours plus tard, j'ai signé les papiers pour acheter le restaurant. Mon avocat, David Chen, était un homme d'une 50aine d'années, traitaire à accent grave-terre, qui avait bâti sa carrière sur les litiges d'entreprise familiale. Il a structuré l'accord de façon à ce que mes parents deviennent des employés, avec des contrats fixes, un salaire fixe de 42,000 $ chacun par an, une assurance maladie, des horaires définis, 2 semaines de congé, les trucs habituels. Ils allaient travailler pour moi, maintenant. Pendant la signature, Isabelle était assise à côté de moi. Elle avait insisté pour être là. David a fait glisser les papiers sur la table, dans son bureau du centre-ville. La main de papa a survolé la ligne de signature. J'ai trouvé autre chose, a dit soudain Isabelle. Elle ne regardait aucun de nous, fixant simplement le mur derrière la tête de David. Le mois dernier, caché dans le placard de leur chambre, sous de vieilles couvertures. Maman s'est figée. Le stylo de papa a cessé de bouger. Mes papiers d'adoption, a poursuivi Isabelle. Elle les a enfin regardés. Je ne suis pas votre fille biologique. Vous m'avez adopté, 6 mois après le départ de Maria, dans une agence de Tucson, les services familiaux catholiques. Je me suis tourné pour les dévisager. Quoi? Aucun de mes parents n'a dit un mot. David a bougé, mal à l'aise, dans son fauteuil. Devrions-nous, faire une pause ici? Cela semble être une affaire familiale privée. Non, a dit Isabelle. Je veux qu'il réponde ici, et maintenant, devant témoin. Elle a regardé papa droit dans les yeux. M'avez-vous adopté pour la remplacer? Silence. L'horloge, sur le mur de David, tic-taquait bruyamment. L'avez-vous fait? La voix d'Isabelle s'est légèrement brisée. Encore un silence. David nous regardait tour à tour, souhaitant de toute évidence être n'importe où ailleurs. Oh mon Dieu, ai-je soufflé. Ils t'ont acheté. Ils sont littéralement allés faire leurs courses, pour trouver une fille de remplacement. David s'est raclé la gorge. Nous avons peut-être vraiment besoin de cette pause. Ils ont demandé un bébé,
qui ressemblaient à leurs photos de famille, a dit Isabelle. Sa voix était devenue plate, sans émotion. Le dossier d'adoption indique, les parents préfèrent un héritage hispanique, des cheveux foncés, une carrure similaire à celle de la famille. Ils avaient des critères précis, comme s'ils commandaient une voiture sur mesure. J'avais envie de vomir. Ces gens ne m'avaient pas seulement jeté à la poubelle. Ils étaient allés acheter une nouvelle version, qu'ils pourraient mieux contrôler. Les notes de l'assistante sociale disent que vous étiez particulièrement intéressé par les nourrissons qui ressemblaient aux photographies existantes de la famille, a continué Isabelle, récitant clairement de mémoire. Vous avez apporté des photos de Maria, bébé, pour les aider à me faire correspondre. Ça suffit, a dit papa, la voix crispée. Ah oui? Isabelle a sorti un papier plié de sa poche. Papa a enfin parlé. Nous avions tellement d'amour à donner. Après le départ de Maria, nous étions brisés, vides. Nous t'avons sauvé du système de placement familial, Isabelle. Nous t'avons donné un foyer, une famille, tout ce que tu pouvais désirer. Vous m'avez acheté comme une pièce de rechange, l'a coupé Isabelle. N'essayez pas d'enjoliver les choses. Vous êtes allé dans une agence d'adoption, et vous avez dit, nous en voulons une qui ressemble au modèle défectueux que nous avons jeté. Comme si j'étais un appareil électroménager. Maman s'est mise à pleurer. Nous t'avons aimé, dès la seconde où nous t'avons vu. Pourquoi ne me l'avez-vous pas dit, a exigé Isabelle. 17 ans. Pendant 17 ans, vous m'avez laissé croire que j'étais votre fille biologique. Quand comptiez-vous mentionner le fait que j'étais adoptée? Quand j'aurai 30 ans? 40 ans? Jamais? Nous ne voulions pas que tu te sentes comme un second choix, a murmuré maman. Isabelle a ri. C'était le son le plus laid, que j'ai jamais entendu sortir de sa bouche. Mais j'étais un second choix. J'étais littéralement le modèle de remplacement. Vous l'avez même écrit dans le dossier d'adoption, réessayez. Elle s'est tournée vers papa. Vous m'avez tout donné? Vous m'avez donné un scénario. Vous m'avez donné un rôle à jouer. Vous m'avez donné sa vie, avec des règles différentes, pour que vous puissiez gagner cette fois-ci. Le visage de papa est devenu rouge. Nous t'avons donné un toit au-dessus de ta tête. De la nourriture, des vêtements, une éducation, de la stabilité. Vous m'avez fait le même discours, que vous avez fait à Maria, a interrompu Isabelle. Mot pour mot. Tu es égoïste. La famille passe avant tout. Comment oses-tu penser que tu vaux mieux que nous? Exactement le même scénario, juste une fille différente. Dites-moi, avez-vous au moins changé la formulation, ou avez-vous juste fait un copier-coller de vos tactiques de manipulation? Elle s'est levée. Je vais prendre l'air. Signez les papiers, ou ne les signez pas. Ça m'est complètement égal, maintenant. Après son départ, David m'a regardé, et m'a dit doucement, c'est une gamine sacrement impressionnante que vous avez là. Elle n'est pas à moi, ai-je dit. Mais ouais, elle l'est. Je me suis tourné vers mes parents. Vous allez signer ces papiers. Vous allez travailler pour moi. Vous allez rester loin d'Isabelle, à moins qu'elle n'en décide autrement. Et vous n'allez plus jamais, au grand jamais, contacter une agence d'adoption. C'est clair? Papa a signé. Ça en tremblait tellement, que la signature était à peine lisible. Maman a signé aussi, ses larmes coulant sur le papier, et faisant légèrement baver l'encre. David, ai-je dit, assurez-vous qu'il y ait une clause stipulant que, s'ils violent l'interdiction de contact avec Isabelle, ils sont renvoyés immédiatement, sans aucune indemnité. C'est déjà dedans, a dit David, en pointant le paragraphe 17. De retour chez moi, j'ai trouvé Isabelle dans ma chambre d'amis, sa chambre, maintenant, assise sur le lit, fixant un petit carnet à couverture fleurie. Qu'est-ce que c'est, ai-je demandé. Je l'ai trouvé dans leur chambre, quand je cherchais mes papiers d'adoption, elle l'a brandi. C'est comme un journal intime, qu'ils ont tenu pendant ma première année avec eux. Surtout l'écriture de maman, mais avec quelques entrées de papa. Elle l'a ouvert à une page au hasard. Je me suis assise à côté d'elle, sur le lit, et j'ai lu par-dessus son épaule. L'entrée était datée du 15 mars, soit 8 mois après mon départ. Isabelle est beaucoup plus facile à gérer, que Maria ne l'était à cet âge. Elle ne remet pas l'autorité en question. Quand nous lui disons que la cuisinière est chaude, elle nous croit sur parole, au lieu d'avoir besoin de la toucher elle-même, comme le faisait Maria.
Elle accepte d'être guidée. Nous ne ferons pas les mêmes erreurs, cette fois-ci. J'ai eu la nausée. J'ai tourné la page. Une autre entrée, du 2 avril. Isabelle a pleuré, aujourd'hui, quand nous avons haussé le ton pendant le service du dîner. Maria aurait crié en retour, et serait partie en tapant des pieds. Celle-ci comprend le respect. Celle-ci connaît sa place, dans la hiérarchie familiale. Dieu merci, nous l'avons trouvée. Et une autre, du 10 juin. Nous avons emmené Isabelle au restaurant, aujourd'hui, pendant le coup de feu de midi. Elle a adoré. N'a pas posé de questions sur l'école, l'université, ou quoi que ce soit d'autre en dehors de l'entreprise familiale. Elle voulait juste nous aider. C'est ce qu'une fille devrait être. Reconnaissante, obéissante, loyale. Dieu merci, nous avons eu une seconde chance, pour bien faire les choses. Les entrées continuaient tout ainsi. Page après page, il se réjouissait, chaque fois qu'Isabelle ne montrait rien de l'indépendance têtue de Maria. Il l'avait littéralement noté, sur sa capacité à ne pas être comme moi. Chaque étape importante de sa vie, était mesurée en fonction de ce que j'aurais fait, à cet âge. Une entrée, vers le milieu du carnet, a fait trembler mes mains. Parfois, je me surprends à chercher Maria dans le visage d'Isabelle. Elle se ressemble vraiment. L'agence a fait un excellent travail, pour faire correspondre les traits, mais ensuite Isabelle sourit, et fait exactement ce que nous avons demandé, sans discuter. Et je me souviens, que c'est notre fille de la seconde chance. Cette fois, nous n'échouerons pas. Cette fois, nous la façonnerons correctement, dès le départ. Il nous voyait comme des projets, a dit Isabelle doucement. Pas comme des personnes, juste des projets à perfectionner, comme des expériences scientifiques, où il pourrait contrôler toutes les variables. Elle a tourné plusieurs pages vers l'avant. Il y a encore d'autres pages, sur la façon de modeler mon comportement. Quelle punition fonctionnait le mieux, comment décourager mes questions sur le monde extérieur. Ils ont littéralement élaboré des stratégies, pour me rendre docile. Elle m'a montré une entrée, datant de l'époque où elle avait 2 ans. Isabelle a posé des questions sur le parc, aujourd'hui. Je lui ai dit, que les bonnes filles restent à la maison, et aident la famille. Elle a pleuré, mais l'a accepté. Elle fait des progrès. Maria, à cet âge, l'aurait redemandé encore et encore, jusqu'à ce qu'on cède. Pas Isabelle. Elle apprend. Et une autre, de quand elle avait 5 ans. Le professeur de maternelle d'Isabelle dit qu'elle est très brillante. Elle devrait être dans un groupe de lecture avancé. Nous refusons. Nous ne voulons pas qu'elle ait des idées de grandeur, comme Maria. Être intelligente c'est bien, mais être trop intelligente mène à l'ambition. L'ambition mène au départ. Nous avons besoin qu'elle garde les pieds sur terre, pas qu'elle rêve. Ils t'ont délibérément freiné, ai-je dit, horrifié. Oh, ça devient encore mieux, a dit Isabelle avec amertume. Elle a tourné la page, sur une entrée datant de ses 12 ans. Isabelle a mentionné l'université, aujourd'hui. Un commentaire anodin du genre « quand je serai grande ». J'ai coupé court immédiatement. Je lui ai dit que le restaurant est son avenir, et que c'est une chose dont elle doit être fière. Elle avait l'air confuse, mais n'a pas protesté. Nous devons être plus vigilants, surveiller ce qu'elle regarde à la télé, et avec qui elle parle à l'école. Nous ne pouvons pas laisser les influences extérieures la corrompre, comme elles l'ont fait avec Maria. J'avais envie de retourner au bureau de David en voiture, et de déchirer ses contrats. De les laisser tout perdre. Il y en a une dernière, a dit Isabelle, en tournant vers la toute dernière entrée. Elle date d'il y a 3 mois. Isabelle a 17 ans maintenant, le même âge que Maria, quand elle nous a trahis. Nous la surveillons attentivement, à l'affût des mêmes signes de défiance. Jusqu'à présent, elle semble loyale, mais nous lui mettons la pression, au sujet de Stanford. Elle a été acceptée. Nous avons trouvé la lettre, cachée dans sa chambre. Elle ne nous l'a pas encore dit. C'est l'épreuve ultime. Si elle reste, nous avons réussi. Si elle part, nous avons encore échoué. Nous ne pourrons pas survivre à un autre échec. Nous ne pouvons pas perdre une autre fille. Nous ferons tout ce qu'il faut, pour la faire rester. Elle nous doit bien ça, après tout ce que nous avons investi en elle. Investi, a répété Isabelle. Comme si j'étais un portefeuille d'action. Elle a fermé le carnet. Tu sais ce qui est le pire? Je les ai vraiment aimés,
pendant presque toute ma vie. Je pensais que c'était de bons parents, qui s'inquiétaient juste un peu trop. Je n'avais pas réalisé que je vivais dans une cage, avant de trouver ça. Je suis désolé, lui ai-je dit. Je suis tellement désolé de t'avoir laissé seul avec eux, pendant 17 ans. Tu ignorais mon existence, a répondu Isabelle. Et honnêtement, je suis heureuse que tu sois parti, parce que tu as prouvé que c'était possible. Chaque fois qu'il me disait que la famille était tout, et que partir était une trahison, une infime partie de moi pensait à toi, cette sœur morte si mystérieuse, et je me demandais s'il mentait. Jean, si tu étais vraiment morte dans un accident de voiture, pourquoi s'énervait-il autant, quand je posais des questions sur toi? Les morts sont censés être pleurés, pas être des sujets tabous. Elle m'a regardé. Pas du tout, ai-je dit. Ça ressemble à de la survie. Le lendemain matin, je me suis réveillé à 5h30, parce que quelqu'un frappait doucement à la porte de ma chambre. Isabelle se tenait là, en pyjama, son téléphone à la main. Il n'arrête pas, a-t-elle dit. Regarde. Elle m'a montré ses messages. 17 appels manqués de maman pendant la nuit. 12 de papa. Des messages vocaux, que je pouvais deviner, même sans les écouter. Maman qui pleure. Papa qui s'énerve. Tous les deux, en train de supplier. Les SMS étaient pires, maman, Isabelle, s'il te plaît, appelle-nous. Nous t'aimons tellement. Maria te remplit la tête de mensonges sur nous. Elle a toujours été manipulatrice. Ne la laisse pas t'empoisonner contre ta famille. Maman, ma fille, tu me brises le cœur. Je suis ta mère. Comment peux-tu me faire ça? Maman, nous t'avons sauvé du placement familial. Nous t'avons tout donné. C'est comme ça que tu nous remercies. Papa, ta mère se fait un sang d'encre. Arrête d'en faire un drame, et rentre à la maison, pour qu'on puisse parler comme une famille. Toute cette histoire est ridicule. Papa, Maria a toujours été jalouse que nous ayons tourné la page, après qu'elle nous a abandonnés. Elle se sert de toi pour nous blesser. Tu ne le vois pas. Il y en avait d'autres. Des dizaines d'autres. Ils m'ont aussi envoyé des trucs, ai-je dit, en sortant mon propre téléphone. Des messages de papa. Papa, Isabelle dit qu'elle veut revenir, mais elle a peur que tu te mettes en colère. Arrête de te servir d'elle, pour te venger de nous. Tu l'empoisonnes contre nous. Elle est confuse et vulnérable. Laisse-la rentrer. Nous savons que tu nous détestes, mais ne punis pas Isabelle pour nos erreurs. Elle a besoin de sa famille. Isabelle a fixé mon téléphone, puis le sien. Ils nous mentent à toutes les deux, pour essayer de nous faire croire que l'autre veut abandonner. Ils sont désespérés, ai-je dit. Ensemble, nous sommes trop fortes. Ils ont besoin de nous séparer, pour nous contrôler. C'est de la manipulation de base. Diviser pour mieux régner. Alors on ne les laisse pas faire. La mâchoire d'Isabelle s'est contractée, d'une manière qui m'a rappelé moi-même, à son âge. Nous mettons fin à tout ça aujourd'hui, ensemble. Fini de jouer. Nous les avons appelés, depuis ma cuisine, et les avons mis sur haut-parleur. Nous avons exigé une réunion au restaurant, dans 2 heures. Pas d'avocat, pas d'autres personnes, juste nous 4. Pourquoi, a demandé papa avec méfiance. Parce que nous vous donnons une dernière chance, de dire la vérité, a déclaré Isabelle. Toute la vérité sur tout, ou c'est terminé pour toujours. Nous avons raccroché, avant qu'ils ne puissent argumenter. 2 heures plus tard, nous sommes entrés dans le restaurant Garcia, mon restaurant, légalement, bien que l'enseigne porte encore leur nom. Ils étaient déjà là, assis sur la banquette du fond, celle-là même où j'avais trouvé papa, avec sa bouteille d'oxygène. Ils avaient l'air pleins d'espoir quand nous sommes entrés, comme s'ils avaient, peut-être, réussi à créer un fossé entre nous pendant la nuit, avec leur duel de SMS. Nous nous sommes glissés sur la banquette, en face d'eux. Isabelle a posé son téléphone sur la table, entre nous, l'application dictaphone déjà ouverte et bien visible, le point rouge clignotant. Pourquoi avez-vous vraiment renié Maria, a demandé Isabelle sans préambule. La vraie raison. Pas le discours sur l'héritage du restaurant, pas le baratin sur la tradition familiale, la vérité. Papa et maman se sont regardés. Une communication silencieuse est passée entre eux. Nous avons déjà expliqué ça, a commencé papa. Non, les jeux interrompus.
Vous m'avez fait de beaux discours, sur la tradition, la famille, la loyauté, et 3 générations de Garcia. Mais ce n'est pas la vérité. C'est l'histoire que vous vous êtes racontée, pour pouvoir dormir la nuit. Dites-nous la vraie raison. Nous avons été honnêtes avec vous, à tante et maman. Vous avez acheté une fille de remplacement, ai-je lâché. Vous avez simulé ma mort. Vous avez documenté votre projet de seconde chance, comme si vous dressiez un chien. Vous n'avez pas le droit de parler d'honnêteté. Le silence est tombé sur la table. Le restaurant était vide. Je m'en étais assuré. Juste nous, et les fantômes de 3 générations de Garcia, qui s'étaient tués à la tâche dans cet endroit. Dites-le nous, a dit Isabelle doucement. Sa voix était assurée, mais ses mains tremblaient légèrement. Ou je sors d'ici, et vous ne me reverrez plus jamais. C'est votre choix. Vous avez environ 30 secondes pour décider. Encore un silence. Il s'est étiré si longtemps, que je pouvais entendre les réfrigérateurs bourdonner dans la cuisine, la machine à glaçons faire tomber des cubes, et l'horloge au mur tic-taquer. Puis, papa a explosé. Parce que tu nous as rejetés. Il a frappé la table de la main, assez fort pour faire sursauter la salière. Nous t'avons tout donné, Maria. Tout ce que nous avions, et tu en voulais toujours plus. Comme si nous n'étions pas suffisants. Comme si cette famille ne suffisait pas. Comme si tous nos sacrifices, notre dur labeur et notre souffrance, ne signifiaient rien pour toi. Et voilà. La vérité, cachée sous tous les autres mensonges. Nous avons construit ce restaurant à partir de rien, a continué papa, sa voix tremblante de rage, de chagrin, ou des deux. Ton grand-père est arrivé dans ce pays avec littéralement rien. Ta grand-mère a travaillé 16 heures par jour, 7 jours sur 7, pendant 20 ans. Ils n'ont jamais pris de vacances. Ils ne se sont jamais rien acheté de beau. Ils ont tout donné à cet endroit, pour que nous ayons quelque chose, pour que tu aies quelque chose. Et j'y ai consacré ma vie entière. Il a poursuivi, toute ma vie. Je n'ai jamais voyagé, je n'ai jamais poursuivi d'autres rêves, je n'ai rien fait d'autre que travailler dans ce restaurant, pour qu'il soit là pour toi. Et toi? Tu as reçu un vulgaire bout de papier, d'une école prestigieuse, et tu as décidé que tu valais mieux que nous. Il n'a jamais été question de tradition, ai-je dit lentement, comprenant enfin ce qui se jouait. C'était une question d'ego. Tu as choisi des étrangers, plutôt que tes propres parents, est intervenue maman à son tour, la voix aiguë et tendue. Une université dont nous n'avions jamais entendu parler. Une carrière que nous ne comprenions pas. Plutôt que les gens qui t'ont élevé. Tu sais ce que ça nous a fait? Tu en as la moindre idée. Notre propre fille, qui nous regarde comme si nous n'étions que des obstacles sur son chemin. Comme si nous te retenions, t'empêchant de vivre ta vraie vie. La façon dont tu regardais cet endroit, a ajouté papa, en désignant le restaurant d'un geste large. Comme si c'était une prison. Comme si c'était en dessous de toi. Tes grands-parents ont construit ça à main nue, et tu étais pressé de t'en échapper. Alors vous m'avez renié, pour me punir de vouloir ma propre vie, ai-je résumé. Nous t'avons renié, parce que tu nous as renié en premier, a crié papa. Chaque fois que tu parlais de l'école d'infirmière, tu nous disais, en fait, que nous n'étions pas à la hauteur. Que cette vie n'était pas assez bien. Que nous n'étions pas assez bien. Tu voulais être quelque chose de meilleur, ce qui voulait dire que tu pensais que nous étions quelque chose de pire. Isabelle a pris la parole, la voix ferme malgré tout. Et quand elle a fait ça, vous m'avez acheté, pour prouver que vous pouviez gagner. Maman s'est tournée vers elle, en tendant la main par-dessus la table. Non, chérie, ce n'est pas. Nous t'aimions. Arrêtez de mentir. Isabelle l'a coupé. Arrêtez, c'est tout. Vous mentez depuis 17 ans d'affilée. J'en ai fini avec les mensonges. Nous en avons toutes les deux fini. Elle a sorti le dossier d'adoption plié de sa poche, et l'a étalé sur la table. L'agence vous a mis en relation avec moi, spécifiquement, parce que je ressemblais à vos photos de famille, a affirmé Isabelle, en pointant une section surlignée. C'est écrit noir sur blanc, juste ici. Correspondance basée sur la similitude physique avec la famille d'origine. Vous avez apporté des photos de Maria bébé, pour les aider à trouver une remplaçante qui lui ressemblait assez. Ce sont des critères de correspondance standard, a tenté papa. Combien avez-vous payé pour moi, a interrompu Isabelle. Aucun de nos parents n'a répondu.
Tous deux fixaient la table. Combien? Toujours le silence. Je le sais déjà, a dit Isabelle. J'ai appelé l'agence la semaine dernière, en me faisant passer pour toi, maman. Je leur ai fait m'envoyer des copies de tous les dossiers financiers. Alors, je vais vous le demander encore une fois, combien avez-vous payé pour moi? La voix de papa était à peine un murmure. 45,000 $. Frais de justice, frais d'agence, tout compris. Isabelle a ri, mais elle avait les larmes aux yeux. Ne parle pas de toi comme ça. Maman a de nouveau tendu la main vers elle. Isabelle a reculé si brusquement, qu'elle a failli tomber de la banquette. Ne me touchez pas. Vous avez perdu ce droit, quand vous m'avez menti, tous les jours, pendant 17 ans. J'ai regardé mes parents s'effondrer, en temps réel. Le visage de papa était devenu gris. Maman n'arrivait pas à s'arrêter de pleurer. Ces horribles sanglots haletants, qui donnaient l'impression que quelque chose mourait dans sa poitrine. Nous étions brisés, a murmuré maman entre deux sanglots. Quand Maria est partie, nous étions des personnes complètement brisées. Dévastées. Nous avons pris de terribles décisions. Nous le savons, maintenant. Mais nous t'aimions vraiment, Isabelle. Nous t'aimons, vraiment. Il faut que tu nous croies. Vous aimez l'idée que vous vous faites de moi, l'a corrigé Isabelle. La fille obéissante, qui fait ce qu'on lui dit. Vous m'avez aimé, tant que je suivais le scénario que vous aviez écrit. Dès l'instant où j'ai dévié. À la seconde où je suis devenu une vraie personne, avec de vrais rêves. Vous avez essayé d'écraser ça en moi. Elle s'est arrêtée, s'essuyant brutalement les yeux. Avez-vous seulement lu ma dissertation d'admission à Stanford? Celle sur laquelle j'ai travaillé pendant 2 mois. Elle parlait du fait que je voulais être la première de ma famille à obtenir un diplôme universitaire. J'ai écrit à quel point j'étais fier de mes parents, qui soutenaient mes rêves, même s'ils n'avaient jamais eu cette chance eux-mêmes. Maman a sangloté de plus belle. C'était il y a 2 mois, a continué Isabelle, implacable. Avant que je ne trouve les photos, avant que je ne sache que Maria existait, je croyais vraiment que vous étiez de bons parents, qui voulaient ce qu'il y a de mieux pour moi. Elle les a regardés, avec un mélange de pitié et de dégoût. Je vous ai écrit des lettres d'amour dans une dissertation, et vous ne les avez même pas lues, parce que vous étiez trop occupés, à planifier comment me manipuler, pour que je refuse Stanford. Nous avions peur, a dit papa, retrouvant sa voix. Peur de te perdre, comme nous avions perdu Maria. Peur de nous retrouver seuls, encore une fois. Peur d'échouer 2 fois. Alors, vous avez essayé de me piéger, a dit Isabelle, exactement comme vous avez essayé de la piéger, elle. Et vous savez quoi? Ça aurait marché, si Maria n'était pas revenue à ce moment-là. J'aurais probablement refusé Stanford. J'étais à 2 doigts, de faire exactement ce que vous vouliez. Elle a écarté son pouce et son index d'1 centimètre. Voilà à quel point vous êtes doué, pour la manipulation. 17 ans de pratique, et vous avez failli gagner. J'ai failli renoncer à tout mon avenir, parce que vous m'aviez convaincu, que c'était ce que faisaient les bonnes filles. Elle s'est levée brusquement, faisant grincer la banquette. Mais voici la chose que vous n'avez jamais comprise, à propos de l'une ou l'autre d'entre nous. Nous ne sommes pas votre propriété. Nous ne sommes pas des projets que vous devez perfectionner. Nous ne sommes pas des remplaçantes pour vos rêves brisés. Nous sommes des êtres humains, et les êtres humains méritent la vérité. Isabelle a sorti son téléphone, a tapoté sur quelques touches. Je vais vous envoyer quelque chose, maintenant. Regardez tous les 2 vos boîtes mail. Je les ai regardés sortir leur téléphone, les mains tremblantes. Leurs visages sont devenus blancs pendant leur lecture. Il y a tout, a déclaré Isabelle, sa voix désormais parfaitement calme, presque clinique. Chaque enregistrement, chaque SMS, chaque vidéo, chaque document, les papiers d'adoption, avec vos demandes spéciales surlignées en jaune. Des pages de votre journal intime, sur la façon de modeler mon comportement. L'enregistrement de papa, disant que Maria est morte. Les SMS de maman, disant que la loyauté envers la famille compte plus que tout. Le tout, organisé dans une belle chronologie, avec des explications et du contexte. Pourquoi, a commencé maman. J'envoie cet email exact à absolument tout le monde, dans notre famille élargie et notre communauté, dans exactement 2 minutes, l'a interrompu Isabelle, en regardant sa montre. À tante Rosa,
à oncle Tommy, au Garcia de Tucson, au Rodriguez, au Herrera, à votre groupe paroissial, aux fournisseurs du restaurant, à vos partenaires commerciaux, à tout le monde. Pas par vengeance, mais par protection. Isabelle, s'il te plaît, ne fais pas ça, a supplié papa, en tendant la main vers elle. Elle a reculé. Je partage cela, pour que tout le monde comprenne pourquoi Maria et moi partons, et pourquoi nous ne reviendrons pas. Voici la vérité que vous ne vouliez jamais que personne ne sache. Voici ce que vous avez fait à 2 de vos filles. Son doigt planait au-dessus du bouton d'envoi. Vous pouvez me supplier d'arrêter. Vous pouvez me menacer. Vous pouvez pleurer. Vous pouvez promettre de changer. Mais je fais ça, parce que dans 17 ans, je ne veux pas qu'un autre enfant adopté trouve des photos dans un grenier, et se demande pourquoi ses parents sont des menteurs. Je ne veux pas vous laisser la chance de détruire qui que ce soit d'autre. Nous allons tout perdre, a murmuré maman. Le restaurant, notre réputation, la famille, tout. Vous avez déjà tout perdu, ai-je dit doucement. Au moment même où vous avez choisi le contrôle plutôt que l'amour, au moment où vous avez décidé que vos filles étaient des projets, au lieu d'être des personnes. Isabelle a appuyé sur envoyer. Pendant un instant, personne n'a bougé. Puis, leurs 2 téléphones se sont mis à vibrer, vibrer, et vibrer. Des SMS affluaient. Des notifications d'appels illuminaient les écrans. Des alertes d'emails tintaient encore et encore. Les réponses sont arrivées vite. En l'espace d'1 heure, mon téléphone a explosé sous les appels et les SMS, de membres de ma famille dont je n'avais pas eu de nouvelles, depuis 7 ans. Des cousins qui disaient qu'ils n'avaient aucune idée de ce qui m'était arrivé. Des tantes qui disaient qu'on leur avait annoncé ma mort. Des oncles qui demandaient ce qu'ils pouvaient faire, pour nous aider, Isabelle et moi. Ma cousine Lisa a appelé en pleurant. Ils ont dit que tu étais morte dans un accident de voiture, pendant ta 2e année de fac. Nous avons organisé un service commémoratif, et tout le reste. Comment ont-ils pu faire ça? Mon oncle Roberto, j'ai posé des questions sur toi, une fois, au dîner de Noël il y a 3 ans, et ton père a répondu, nous ne parlons pas des morts. Je pensais qu'il était en deuil. Il ne faisait que mentir. Tante Rosa, je suis tellement désolé, Mija. Si j'avais su, je t'aurais aidé. Nous l'aurions tous fait. Les téléphones de maman et papa sonnaient sans arrêt. Ils n'ont pas répondu. Ils sont juste restés assis là, fixant les écrans, alors que les appels s'enchaînaient sans fin. À la fin de la journée, le restaurant a été bombardé de critiques négatives. Pas par nous. Nous n'y avons pas touché, mais par des membres de la communauté, qui avaient lu l'email d'Isabelle, et qui étaient dégoûtés. Des avis à 1 étoile, parlant de la façon dont ils traitaient leur famille, des avis disant « Ne soutenez pas cette entreprise », et les propriétaires sont des menteurs manipulateurs. Quelqu'un a publié l'email complet, sur la page Facebook de la communauté. Il a été partagé 200 fois, en 4 heures. Les fournisseurs ont commencé à appeler. J'ai entendu papa au téléphone, avec le maraîcher. Non, s'il vous plaît. Nous faisons des affaires ensemble depuis 15 ans. Le gars lui a apparemment raccroché au nez. Le groupe paroissial a appelé, pour leur demander de ne pas revenir aux offices, disant que leur présence serait trop perturbatrice, compte tenu des récentes révélations. À la fin de la semaine, mes parents étaient devenus des parias. Les membres de la famille ne répondaient plus à leurs appels. Leurs amis ont cessé de leur parler. Le restaurant perdait de l'argent à vue d'œil, les clients le désertant en masse. J'ai continué à leur payer leur salaire, parce que le contrat l'exigeait. Mais je n'ai plus jamais remis les pieds dans ce bâtiment. J'ai engagé un gérant pour s'en occuper, et je lui ai dit de garder mon implication secrète. Isabelle a emménagé chez moi, officiellement. Elle a transformé ma chambre d'amis en sa chambre, a accroché des posters, a rangé ses livres sur l'étagère, se l'est approprié. Une nuit, environ 1 semaine après l'envoi de l'email, elle est descendue à minuit, et m'a trouvé en train de travailler sur mon ordinateur, dans la cuisine. « Tu n'arrives pas à dormir ?» ai-je demandé. « Je n'arrête pas de faire des rêves bizarres », a-t-elle admis, en s'asseyant en face de moi. Comme si j'étais de retour dans cette maison, et que je ne pouvais pas en sortir. J'essaie de passer la porte, mais mes jambes refusent de bouger. Ça va sûrement durer quelque temps, ai-je dit. Il m'a fallu 2 ans, avant d'arrêter de faire des cauchemars à leur sujet. La thérapie a aidé. Avec le temps.
J'ai fermé mon ordinateur portable. Tu devrais probablement voir quelqu'un. Quelqu'un de spécialisé, dans les traumatismes familiaux et la manipulation. La conseillère scolaire m'a déjà recommandé quelqu'un, a répondu Isabelle. Nous sommes restés assises en silence, pendant 1 minute, puis elle a demandé, penses-tu qu'ils comprendront un jour, ce qu'ils ont fait de mal? Honnêtement, non, ai-je dit. Les gens comme ça, ils ne voient rien, au-delà de leur propre douleur. Ils ont été blessés, quand je suis parti. Donc, dans leur esprit, tout ce qu'ils ont fait ensuite était justifié. Ils se considèrent probablement comme des victimes. Des victimes, a répété Isabelle avec amertume. Ils ont fait de 2 de leurs filles des victimes, et ils croient que c'est eux, les victimes. C'est comme ça que fonctionnent les agresseurs, ai-je expliqué. Ils réécrivent l'histoire pour être toujours les héros, ou les martyrs, et jamais les méchants. Isabelle est partie à Stanford, en août. Je l'ai aidée à tout emballer, ce qui ne faisait pas beaucoup, puisqu'elle avait vécu dans sa voiture pendant des semaines, avant d'emménager chez moi. Nous avons chargé ma voiture de valises et de cartons, et nous avons conduit jusqu'à Palo Alto, ensemble. Sa chambre d'étudiante était dans le bâtiment Stern Hall, au 4e étage. Sa colocataire, Ashley, venait de Seattle, et accrochait déjà des affiches à notre arrivée. Elles ont tout de suite accroché, parlant toutes les 2 de leur future spécialité, et de leurs livres préférés. Après que nous ayons tout déballé, Isabelle m'a raccompagné jusqu'à ma voiture. « Tu vas vraiment bien ?» ai-je demandé. « Je suis terrifiée » a-t-elle admis. « Mais je suis aussi libre. Pour la toute première fois de ma vie, j'ai le droit d'être juste Isabelle. Pas la remplaçante de Maria, pas la fille de la seconde chance. Juste moi. » Elle m'a serré fort dans ses bras. « Merci d'exister. Merci d'être revenue. Merci d'avoir été assez courageuse, pour partir la première fois, afin que je sache que c'était possible. Merci de m'avoir attendu, ai-je répondu. Merci d'avoir été assez intelligente, pour rassembler des preuves. Merci d'avoir été assez courageuse, pour t'en servir. Mes parents ont appelé, ils ont envoyé des SMS, ils ont envoyé des emails. Aucune de nous n'a répondu. Le restaurant a lutté âprement. Sans le soutien de la communauté, sans les liens familiaux, sans la réputation qu'ils avaient bâtie sur 3 générations, il a eu du mal à se maintenir à flot. Je continuais à leur verser leur salaire, parce que le contrat l'exigeait, mais l'endroit perdait de l'argent de toutes parts. Mon directeur financier a suggéré de le vendre. C'est un gouffre financier, a-t-il dit. Limiter la casse. Mais je ne pouvais pas. Une partie de moi avait besoin, qu'ils le voient tous les jours. Le restaurant qui avait été plus important que leur propre fille, l'héritage qu'ils avaient privilégié à l'amour. J'avais besoin qu'ils y travaillent, et qu'ils se souviennent, tous les jours, de ce qu'ils avaient choisi. 3 mois plus tard, Isabelle m'a appelé depuis Stanford. « Tu es assise. »« Je devrais ? » ?»« Je suis en thérapie 2 fois par semaine, a-t-elle dit. Je travaille sur tout ça, et ma psy m'a demandé, si j'envisagerais de leur parler, pour tourner la page, ou quelque chose comme ça. Mon estomac s'est noué. Tu en as envie? Longue pause. Non. En fait, j'ai réalisé quelque chose en thérapie. Je n'ai pas besoin de tourner la page avec eux. Ils n'ont jamais été mes vrais parents. C'était juste les gens qui m'ont acheté, et qui ont essayé de me programmer comme un robot. Pourquoi aurais-je besoin de tourner la page, avec des gens qui ne m'ont jamais vraiment connu? C'est juste, ai-je dit. Je change de nom de famille, a-t-elle annoncé soudainement. Légalement. Je me suis renseigné, et je peux le faire maintenant que j'ai 18 ans. La paperasse n'est même pas si compliquée. Pour l'appeler comment? Garcia, a-t-elle dit. Je veux garder Garcia. C'est ton nom. Le nom que tu as transformé en quelque chose de bien, de couronné de succès. Est-ce que je peux? Ça te dérangerait si je le gardais? J'ai dû me garer sur le bas-côté, car je ne voyais plus la route à travers mes larmes. Isabelle Garcia, ai-je réussi à articuler. Ça te va à merveille. Ouais. Ouais. Ok, super, a-t-elle dit, et je pouvais entendre son sourire à travers le téléphone. Parce que j'ai déjà déposé les papiers hier. Je voulais juste m'assurer que tu étais d'accord. 1 an après cette première confrontation au restaurant,
Isabelle est rentrée à la maison, pour les vacances d'hiver. Elle avait laissé pousser ses cheveux, elle dégageait une assurance, qui n'était pas là auparavant. Elle marchait différemment, parlait différemment, riait plus facilement. Nous avons préparé le dîner ensemble, dans ma cuisine. De la vraie nourriture mexicaine, avec les recettes que notre grand-mère m'avait apprises, avant de mourir, celles que j'avais enseignées à Isabelle par FaceTime, pendant son premier semestre. Tu sais ce qui est bizarre, a dit Isabelle, en hachant de la coriandre, comme si elle avait fait ça toute sa vie. Ils n'ont jamais vraiment été là, pour pouvoir te manquer, ai-je dit, en assaisonnant le poulet. Ils jouaient le rôle de parents. On ne peut pas regretter une performance d'acteur. Exactement. Elle a fait une pause, le couteau en l'air au-dessus de la planche à découper. Est-ce qu'ils t'ont manqué, après ton premier départ? Tous les jours, pendant environ 2 ans, ai-je admis. Non, ils ne l'ont jamais été. Mon téléphone a vibré, sur le comptoir. Un message d'un numéro, que j'avais bloqué il y a des mois, avait réussi à passer, je ne sais comment. Maman, s'il vous plaît. Nous voulons juste parler. Ça fait 1 an. Nous sommes désolés. Nous vous aimons tellement, toutes les deux. Nous avons changé. Je l'ai montré à Isabelle. Elle l'a lu, et m'a rendu le téléphone. Tu sais ce que j'ai réalisé en thérapie, le mois dernier? Quoi? Ils ne nous aiment pas. Ils aiment l'idée d'être aimés par nous. Ils aiment la sensation d'avoir des filles, qui leur doivent quelque chose, qui ont besoin d'eux, qui ne peuvent pas survivre sans eux. Mais ils n'aiment pas ce que nous sommes, en tant que personne. Ils ne l'ont jamais fait. Elle s'est remise à hacher la coriandre. Supprime-le. Ils ont eu 18 ans avec moi, et 24 ans avec toi, pour nous aimer pour de vrai. Ils ont choisi les mensonges, et la manipulation, à la place. C'est leur problème.